Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine, sauf quand c'est l'été évidemment, en compagnie de notre rédacteur multicarte Geoffroy Barre. Je suis content de te retrouver Geoffroy, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Eh bah écoute, putain tu me coupes, j'allais dire bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je sais même plus c'est quoi le gimmick, tu vois, je l'ai perdu en Ah bah un voilà. mois. Bah ouais, moi j'ai un peu peur d'être le mauvais élève, parce que là c'est un peu notre pré-rentrée. J'ai un peu peur d'être le mauvais élève, celui qui a pas trop bossé pendant l'été, parce que je t'avoue que j'ai pas eu les yeux tout le temps sur des courses. Mais je vais essayer quand même de renvoyer quelques balles et d'être au niveau, mais bon, voilà. Bon, j'espère. C'est pas la pré-rentrée, c'est la rentrée tout court. Ouais, C'est la le rentrée. numéro de reprise. Eh ben oui, carrément. Parce que le LMS, eh bien, n'a pas attendu septembre. On est déjà dans l'action dès le mois d'août avec les 4 heures de Spa. On n'a pas eu l'occasion de faire une preview. Je sais que certains étaient déçus. Oh. Voilà, on s'en excuse. Mais non, mais ça veut dire que, évidemment, les gens, dès qu'il y a une course, que ce soit l'IMSA, le LMS, le WEC, tout ce qui est de l'endurance, eh bien, ils attendent l'Endurance Club. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des petites infos, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître ce monde de l'endurance qui nous fait vibrer, qui nous a fait vibrer encore une fois sur un circuit mythique, hein, évidemment. Spa-Francorchamps, une course qui aura tenu toutes ses promesses jusqu'au bout dans les différentes catégories. Tout est très serré. Spa-Francorchamps, c'est quand même un mythe, un monument. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les pilotes sont heureux de venir. Quand tu as une course qui se déroule à Spa, est-ce que toi aussi, tu as cette petite excitation finalement, Geoffroy, avant chaque week-end, que ce soit de l'endurance sur 24 heures, sur 4 heures, sur 6 heures pour le WEC ou d'autres? Eh ben, et même j'allais dire plus loin, la F1 aussi, je mate peu de Grands C'est vrai. Prix de F1, mais lorsque je regarde Monaco pour le folklore, parce que ça reste toujours, même si Oh non. c'est un Grand Prix critiquable, moi j'aime bien voir des Formule 1 qui se baladent entre les murs à Monaco, donc je regarde ça. Bon, d'accord. Enfin, souvent la Ouais. qualif plutôt. Et puis, c'est pas, en fait, tu vois, quand je me retrouve devant, sur un live YouTube ou devant une diffusion sur une chaîne qui passe des courses, s'il y a quelque chose à Spa, ça peut être je vais citer, je sais pas, du TCR, ça peut être j'en sais rien, je sais même pas si ça roule là-bas. Mais bref, tu vois, ça peut être de la vieille catégorie de trucs où j'ai aucune notion, aucune connaissance. Je vais regarder quand même, parce que Spa, ouais, il se passe toujours des trucs, et puis le décor est quand même incroyable, quoi. C'est vrai que c'est pas mal, hein, quand même. Ouais, t'as de la chance d'y avoir été. Enfin, t'as de la chance. J'y étais aussi au mois de mai, mais ça fait partie des circuits où on a plaisir à aller, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Et il n'a pas plu en ce dimanche, en tout cas, parce qu'on sait jamais, hein, la Ouais, il a météo plu à avant Spa, quand ça fait même. aussi. Il a plu pendant les qualifications, Ouais. c'était pas très attendu. On nous annonçait de la petite pluie, de la light rain, et ben c'est arrivé un petit peu plus, de façon plus importante que prévu. Alors c'est vrai que la pluie était très fine, mais par contre elle est tombée en continu, donc ça a bien redistribué les cartes pour la qualif, ce qui nous a forcément offert une hiérarchie un petit peu différente. Et le dimanche, ben, il a pas plu, enfin il a pas plu d'eau, mais il a plu des pénalités, hein, franchement, parce que il n'y a pas eu un seul moment où on n'a pas eu un message de la direction de course pour non-respect soit des full coursiers low, soit de la procédure virtual safety car, soit des track limits. Enfin bref, il y a eu énormément de choses à suivre à Spa. Fallait avoir les yeux partout en fait, côté collège des commissaires. Bah, de toute façon, là-bas, c'est le. Alors, enfin, les règles de non-respect des procédures de full course yellow et ou d'entrée dans les stands, ça, c'est des erreurs. Enfin, toutes sont des erreurs humaines, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du classique. Les track limits, ça, c'est vraiment un truc à Spa aussi où ils sont. Ce circuit, c'est incroyable. Ils ont quand même amélioré beaucoup la situation, hein, par rapport à avant, hein. Oui, C'était il y a 2-3 ans où ils ont remis des bacs, notamment sortis de la pour la source. moto. Ouais. Non, mais c'est beaucoup mieux parce que quand tu fais une erreur, elle est vraiment pénalisante, au sens où t'as pas besoin de mettre une pénalité pour track limit. T'es sorti dans le gravier, tu t'es Oui, pénalisé c'est tout vrai. seul. Donc ça, c'est bien. Après, il y a quand même des track limits toujours. La situation, j'ai l'impression, semble s'améliorer à Oui, Spa. j'ai eu l'impression aussi. Ouais. Bah, surtout en En tout ELMS. cas en ELMS. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que pour les 24 heures de Spa, rappelle-toi, avec cette polémique de, je sais pas quoi, 6 track limits autorisés par tranche de 6 heures, Ouais. selon que ça soit, on soit en heure impair ou pas. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais le circuit de Spa invite quand même à aller couper un peu les trajectoires, hein. Ah C'est le bah faut propre de Spa optimiser. aussi. Attends, tu sais, Et sur voilà. 7 km, mine de rien, il y a quoi? Il y a 17 ou 18 virages. Si tu perds un dixième par virage, tu perds 1 seconde 8.
quasiment par tour. Donc ben, une seconde 8 et encore je suis gentil parce qu'un dixième par virage, après le problème c'est que si tu ressors mal, par exemple du raidillon ou même de la source, ben tout ça va forcément se cumuler pour être assez lourd de conséquences, j'allais dire, à l'issue des lignes droites, quoi. Mais c'est marrant, comme tu dis, il y a des trucs à gagner, et c'est surtout aussi, je pense, puisque c'est un circuit à l'ancienne de par sa longueur, de par son Oui, développement, la partie notamment, c'est pas un infield, mais la partie qui différencie l'ancien circuit du nouveau circuit, donc c'est la partie qui part à droite après au niveau des combes, euh, que Jackie X a aidé à tracer d'ailleurs, hein. Cette c'est partie-là, elle est vrai. assez intéressante, elle est technique, et du coup, quand t'es pas un pilote, enfin, si t'es pas dans le rythme, comment dire, si t'es pas un top pilote et que tu galères un peu, bah justement, tu peux aller chercher comme ça en coupant à deux trois endroits. En fait, il y a vraiment ce côté, c'est un circuit, je trouve, de pilotes. Les meilleurs s'en sortent généralement mieux là-bas. Oui. Ça nivelle, c'est un circuit qui nivelle moins les performances entre pilotes. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es un petit peu en retard, bah, ouais, tu peux essayer d'aller grappiller. Mais bon, c'est pareil dans le pif-paf, Bruxelles, machin. Tu peux y aller, mais il y a des risques, quoi. Il y a du gravier, il y a de la bordure qui est haute, c'est tendu. On est d'accord. Aux risques et périls, comme on dit. Bon, c'était la Exactement. quatrième manche de la saison, manche de reprise, on l'a dit. 4 heures à Spa-Francorchamps. On va parler, comme d'habitude, bien sûr, des différentes catégories, hein, des 4 catégories. Décidément, le 4, c'était le chiffre hein, qu'il fallait avoir ce week-end, parce que on a eu vraiment beaucoup de belles prestations, j'allais dire, sur cette piste. Mais on a eu des batailles à 4 également. On a eu dans les 4 catégories vraiment des superbes affrontements. 44 voitures engagées avec donc bah, cette superbe grille qui a rassemblé dans les différentes catégories ben, voilà, plusieurs constructeurs évidemment en GT et c'est extrêmement serré. Les 31 500 fans présents sur place ont dû forcément être ravis, même si, et on va le dire en ouverture évidemment, avant de se lancer catégorie par catégorie, et de rappeler quand même qu'une équipe française a gagné en la personne de VDS, TDS, Panis Racing, eh bien, il y a eu beaucoup de neutralisation aussi. Alors, j'ai fait le compte, Geoffroy. 3 full course yellow pour une durée de 20 minutes. 3 safety cars pour une durée de 47 minutes. 2 virtual safety cars pour une durée de 23 minutes. Et donc, en tout, on est quasiment à 1h30 de neutralisation sur 4 heures. C'est sûr que ça fait un petit peu beaucoup quand même, hein. Une petite manche LMS classique, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est malheureux. Non, mais c'est dommage parce que ça arrive quand même souvent. Là, on a quand même eu la chance, enfin, c'est pas de la chance, mais on a quand même eu deux sorties quasi simultanées avec Maldonado et puis, je sais plus le second, pardon. Et John Falb. Ouais, oh oui, c'est vrai, c'était beau. Quasiment coordonnées, donc on a regroupé la VSC, FCY, Safety, je sais pas quoi, on a tout regroupé là. Non, plus sérieusement, alors je complète ton 44 engagés, 4 catégories, etc. Il y a aussi eu 88 tours, 44 x 2 pour les vainqueurs. Pas mal. Pas mal. Ouais. Mais ouais, non, c'est dommage que ça soit haché. Après, mais on en avait déjà plaisanté tous les deux quand on commentait les 24 heures du Mans sur l'application officielle au mois de juin. Quand il y a des safety, ça veut dire que derrière, il y a des relances. Donc c'est sympa aussi. Surtout, aux 24 heures du Mans, j'en peux plus. Donc si on peut arrêter les safety, les machins, et les laisser rouler, et le meilleur gagne. Non mais je leur dis encore une fois, je commence, c'est ma rentrée, je commence pas par balancer un truc, mais si on Ça y peut est. laisser la course se faire, et puis si c'est une Ferrari qui gagne avec 10 tours d'avance, et ben ça veut dire que la Ferrari sera meilleure. Point. Par contre, en Et oui, mais ELMS, c'est plus dans l'air du temps. moi, je sais bien, mais tu sais, je suis toujours un peu à contre-temps. Mais par contre, en European Le Mans Series, bah voilà, on est sur une course de 4 heures, on est sur un format sprint avec des jeunes loups, pour la plupart, qui cherchent à se montrer, de l'intensité, un matériel identique entre les équipes, en tout cas en catégorie LMP2. Donc c'est assez dommage qu'il y ait des safety parce que ou des virtual safety cars parce que ça veut dire qu'il y a une sortie de piste. C'est jamais souhaitable. J'aime pas avoir des voitures éclatées ou des pilotes qui se font mal. Évidemment, je suis pas en train de dire ça. Par contre, voilà, quand on a du spectacle et qu'on a des relances, bah, c'est toujours très agréable. Là, on a eu pas mal de relances. On a vu notamment la gestion de la part de VDS Panis Racing de ces C'est vrai. relances. Enfin voilà, ça fait aussi partie de la course. Le hachage comme ça fait partie de la course. Après, c'est un peu plus pénible pour les spectateurs d'avoir des enchaînements de périodes où les voitures sont ralenties, quoi. Bah, le truc, c'est que c'est quand même bien d'avoir des neutralisations. C'est aussi
grâce, j'allais dire, à toutes ces neutralisations, qu'on a eu une course à la conso et que finalement, dans Si, la ouais. catégorie LMGT3, ça s'est joué dans le dernier tour. Donc, c'était un peu difficile, je dois dire. Franchement, je l'ai pas forcément bien vécu. La lecture de la stratégie ce week-end a été compliquée parce que justement, ben, quand on a des périodes de neutralisation de full course yellow ou de virtual safety car où on peut rentrer au stand dans ce cas-là, eh bien, forcément, il y en a qui se décalent et donc, ben, on n'a pas les yeux rivés sur toutes les voitures et on peut pas suivre toutes les stratégies. S'il y a des changements de pneus, pas de changement de pneus, si on a remis de l'essence en quantité, si on s'est arrêté, si on s'est pas arrêté. Donc on essaye de savoir un peu comment ça se passe, mais il y en a qui peuvent vite se faire piéger. Ça a été le cas notamment de l'équipe Iron Lynx en LMP2, où ils se sont arrêtés avant une full course yellow, pardon, et non, une virtual safety car. Et en fait, ben, ils ont finalement perdu du temps parce qu'ils se sont arrêtés sous drapeau vert alors que leurs adversaires, eux, ont pu profiter du virtual safety car. Parce qu'on rappelle la règle, puisque beaucoup me le redemandent à chaque fois sur le chat, tu sais, tu as soit l'outil mis à disposition par Eduardo Freitas, c'est le full course yellow. Bon, là, ça veut dire que personne ne peut rentrer au stand et tout le monde respecte une vitesse limite sur la piste. Donc, il n'y a pas de regroupement, j'allais dire, avec un full course yellow. C'est généralement quand il y a un petit peu de gravier sur la piste, quand il y a une voiture à faire à évacuer mais qui est pas en position dangereuse ou en tout cas qui est facile à évacuer, on perd le moins de temps possible et hop on neutralise pendant j'en sais rien moi 3 minutes et hop même pas et on fait repartir les choses. Bon ça ok. Ensuite il y a le virtual safety car et Eduardo Freitas l'a beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on est juste avant une phase de ravitaillement pour pas piéger les concurrents, et ben comme on peut s'arrêter en virtual safety car on en profite. Donc du coup les pilotes peuvent rentrer justement pendant cette virtual safety car et profiter de cette neutralisation. Bon, ça c'est une chose. Et une virtual safety car implique forcément qu'il y aura une voiture de sécurité 2 tours plus tard. Donc certains se sont demandé, mais pourquoi on a la voiture de sécurité alors qu'il n'y a plus de problème sur la piste? Parce qu'en fait c'est dans le règlement. Si on a une virtual safety car, ce qui permet aux équipes de s'arrêter, eh ben on aura forcément une voiture de sécurité juste derrière. Et donc bah, ça peut prendre vachement de temps. C'est vrai que ça, 1h30 de neutralisation sur 4 heures, quand on regarde les Ouais. chiffres bruts, ça fait un petit peu long et je te rejoins là-dessus. Mais d'un autre côté, bah, ça fait partie du règlement. Ça fait... Non, mais je sais bien, ça fait partie du règlement, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu vois, même moi, tu me le rappelles. Enfin, quand est-ce qu'on a le droit de s'arrêter ou pas Enfin, c'est... Ça, c'est dur, hein. Mais surtout, mais encore une fois, moi, je suis pas dans le collège des commissaires, je suis pas dans la direction de course, etc. Mais j'ai quand même du mal à comprendre qu'on ait autant d'outils. J'ai l'impression, c'est mon point de vue de l'extérieur, qu'on a accumulé des outils et qu'à un moment, on se retrouve avec une panoplie qui est peut-être trop importante. Oui, Euh, oui. D'un autre côté, si tu as le virtual safety car et que tu n'as pas de safety car après pour recoller, on se dit dans l'idée que ça Mais c'est pourrait quoi l'intérêt trop du avantager VSC les en gens. fait? C'est quoi l'intérêt du VSC? Et ben de faire rentrer les voitures, de les autoriser à rentrer au stand. Parce qu'en full course yellow, il y a eu beaucoup de voitures qui se sont faites Mais, pénaliser là-dessus. Ça a été la pluie de pénalités, je disais. Parce que quand le full course yellow est annoncé sur les écrans, c'est trop tard, tu peux plus t'arrêter. Pendant un full course yellow, mais tu quoi, peux alors pas. Mais certains, une VSC, c'est un full course yellow pendant lequel tu peux t'arrêter, en gros, c'est ça? exactement, et qui va forcément emmener la voiture de sécurité pour Ok. 2 tours. Alors évidemment, à Spa, c'est plus long parce que c'est 7 km. Mais c'est dans le règlement. Au minimum, c'est 2 tours. Donc même si il n'y a plus de danger, sur la piste, eh ben, tu auras quand même la voiture de sécurité. Et habituellement, dans ces cas-là, c'est un full coursiello qui est utilisé. Mais si le full coursiello il est mis par Eduardo Freitas, eh bien, tu peux pas t'arrêter au stand. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Certains ont essayé d'en profiter. En fait, quand tu vois une voiture dans le bac, Oui, tu te tu dis, plonges, quand tu quoi. es team manager, allez, on va plonger au stand si on est bien placé et on va anticiper ça. T'es pas sûr hein, qu'il y ait un full coursiello ou une virtual safety car, mais tu peux le deviner. Et en fait, si tu veux, certains sont rentrés au stand alors que le message venait à peine d'être mis sur les écrans. Et donc là, c'est pénalité, et lourde pénalité, parce que IDEC, Genesis Magma Racing et Algarve Racing, qui étaient sur le podium, ont toutes les deux, ces Ouais, écuries étaient pénalisées de 3 minutes de ouais, stop ouais. and go. Ouais, du coup, ça plonge 18e, 19e au classement final. Après, ouais, c'est vrai que c'est... Enfin, en plus, ça se passe, c'est particulier dans le sens où l'entrée des stands est très longue. Oui, Enfin, et puis la dernière portion avec le bus stop, machin, enfin... Oui, effectivement, il doit y avoir une fenêtre très courte de s'il y a un crash à un endroit et si ta voiture est... Enfin, comment dire, la fenêtre de décision, elle est quand même assez réduite. Après, ça fait partie du jeu. C'est dommage parce que... Enfin, là, on peut rentrer dans le vif du sujet, mais c'est dommage parce que ça récompense
pas, mais bon, ils n'ont pas respecté le règlement, mais ça récompense pas IDEC, la voiture quand même avec Jamie Chadwick, Mathis Jobert et Danilo Cadea qui était une voiture plutôt en vue depuis le début de saison, on peut le dire. Qui reste en vue d'ailleurs, hein, parce qu'à Imola, il y a eu une petite erreur piégée par la pluie, et donc la voiture s'est retrouvée bloquée dans le bac, et a marqué donc 0 points. Mais là, de nouveau, après 2 victoires en début de saison, il y avait possibilité de faire deuxième. Hein. Voilà, c'est pour ça, donc ça les récompense pas. Et puis c'est Algarve aussi, c'est ça, hein, qui a eu la pénalité. Oui. Algarve, c'est pareil, bon, il compense, on va dire, avec la 20, mais... Ouais. En pro-am, ouais. Ouais, en pro-am, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pareil, c'est grosse pénalité, quoi. Enfin là, du coup, comme je disais, c'est 18e et 19e, hein. Tu vises plus rien, quoi. T'es derrière les LMP3, quoi. Mais c'est ça, et en fait, ils terminent de leur catégorie en dehors des points. Donc là, ça fait 2 voitures qui, franchement, sont plutôt en vue d'habitude, qui ne marquent pas de points. Finalement, ils terminent dernier de leur catégorie parce que, 3 minutes, évidemment. C'est très très long comme pénalité, 3 minutes de stop and go, donc ça veut dire qu'il y a en plus le passage par la voie des stands. Et en fait, comme on avait une course assez hachée et donc il n'y a pas eu beaucoup d'écart finalement de creuser, c'est d'autant plus pénalisant. Exactement. Donc on a tes copains d'Inter-Europol Compétition, je dis ça par rapport à la livrée que t'aimes bien, je sais, jaune et verte, qui font 2 et Nielsen qui fait 3. Nielsen qui est parti de la pole et qui fait 3. Et Nielsen, ils prennent de plus en plus confiance parce que VDS Panis Racing, depuis le début de saison, globalement, on les attend au rendez-vous. Hein. On a peut-être trouvé, je pense, quelque chose chez TDS. Parce que cette voiture, elle est depuis le début de saison très en vue. Alors même si au Castellet, il y a eu un problème technique, même si effectivement en début de saison, il n'y a pas eu la victoire à Barcelone, on a quand même toujours un très très bon potentiel. Je crois que ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y a un trio incroyable de pilotes, parce qu'on a Esteban Masson, Charles Milesi, qu'on connaît évidemment. Esteban Masson qui est pilote suivi par Toyota. Il y avait d'ailleurs Kamui Kobayashi, pas Kamui, pardon. Il y avait Nakajima. Il y avait Kazuki Nakajima qui était là et qui le soutient, donc il est avec Toyota évidemment et Esteban. Charles Milesi, c'est un pilote officiel Alpine. Et on a Oli Gray qui est un très très bon pilote Silver. Donc c'était un petit peu finalement le jeu dans l'intersaison, et il a été très bien fait par VDS Panis Racing de trouver le bon pilote Silver. Tu te souviens, WRT avait déniché Yifeye, depuis les vainqueurs des 24 heures du Mans. En 2022, on avait réussi chez Prema aussi à avoir Colombo, qui était un très bon pilote de monoplace et qui est venu prêter main forte donc pour aider à décrocher le titre. En fait, c'est vraiment le cheat code. Parce qu'il avait remplacé Manuel Correa, non? C'est ça? Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu l'idée pour toutes les équipes de trouver le bon pilote Silver qui finalement va aider l'équipe à bien se placer, parce que le Silver, généralement, c'est lui qui démarre la course et donc il place comme il faut sur la piste les différentes autos. Donc potentiellement, en étant aux avant-postes, on se met à l'abri de tout problème, quoi. Chez IDEC, ils ont pas trop mal fait le travail aussi au niveau du Silver quand même. En fait, ils ont 2 Silver, c'est ça qui est assez fou. 2 Silver, et Dani Juncadella, il est quoi? Il est pilote Gold, Platinum? Gold, Juncadella, je pense, oui. Non, même pas. Non, il est Platinum. Il est Platinum, Juncadella. Et en fait, ils ont fait les choses bien, parce que ils ont 2 pilotes qui en fait sortent un peu de l'ordinaire. Donc ils ont déjà Jamie Chadwick, qui est pas mal, mais je dirais que c'est pas elle la plus rapide des Silver. Et ils ont Mathis Jobert, qui met toujours en fin de course alors qu'il est Silver. Ça, c'est incroyable. Mathis, il est formidable. J'espère qu'il pourra avoir un programme officiel, évidemment avec Genesis Magma Racing. Il est au bon endroit. C'est pas encore fait. On devrait avoir la décision, positive ou non, dans les prochains jours. Moi, franchement, au vu de ce qu'il montre à chaque fois, et même encore ce week-end, moi je le mets sans hésitation, et je dirais même que je le mets au-dessus de pilotes qui viennent peut-être d'autres constructeurs. Honnêtement, il est incroyable. Non, mais clairement. Et ouais, donc comme tu dis, de Silver, Jamie Chadwick, moins bien. Là, clairement, si on regarde les datas, toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment, on ne peut pas comparer exactement des relais, mais enfin, quand même, en termes de rythme, c'est moins bon. Ça lâche plus d'une seconde, voire 2 secondes en moyenne au tour, 2,5. C'est ça. Après. En fait, elle est capable de faire un très bon tour, mais ça manque de constance encore. Bah oui, mais elle vient de la monoplace en même temps. Exactement. Après, de toute façon, il y avait, j'ai l'impression, beaucoup d'attentes autour d'elle, et notamment avec le fait qu'elle soit dans cette aventure Genesis, Hyundai, que ça puisse peut-être être la première femme pilote en hypercar. Clairement, des infos que j'ai eues et des échanges que j'ai eus, toi tu la côtoies aussi, mais des échanges que j'ai pu avoir avec elle, notamment en 24 heures du Mans, elle m'a dit
l'objectif, c'est pas d'être dans une hypercar en 2026. Enfin, c'est pas d'être dans la voiture quand elle va faire sa première saison en 26. Alors, si elle est confirmée, si elle est titularisée, tant mieux, et elle prendra, mais l'objectif, apparemment, c'est quand même peut-être plus d'attendre dans un second temps, éventuellement en 2027. Ouais. Quoi. Et je pense que ça serait plus raisonnable. Hein. Exactement, je pense aussi. Il y a il y a une vraie bataille hein, pour emmener les femmes au plus haut niveau, donc que ce soit en Oui, oui. hypercar ou en Formule 1, hein, tu vois. Il y a vraiment deux envies différentes. Tu vois, tu as plutôt la filière Richard Mille qui tente de mettre une femme donc aux avant-postes, évidemment. Là, c'est plutôt Lilou Wadou en endurance. Et puis, tu as le côté Iron Dames, évidemment aussi, avec beaucoup de femmes. Et puis, bah, tu as Jamie Chadwick qui vient de sortir un petit peu du lot. Et c'est vrai que c'est peut-être elle qui est la mieux placée finalement, mais il faudra encore muscler un peu son jeu. Franchement, parce qu'en hypercar, faut le dire, c'est un niveau de malade mental. Hein. Ah Franchement, bah avec là, les pilotes qui sont capables d'aligner des super chronos. Quoi. bah ouais, en fait, elle arrive à une période où on a un plateau en hypercar, enfin en top catégorie qui est juste dingue. Enfin, c'est pas lui manquer de respect que de dire ça, mais elle serait arrivée il y a quelques années où on était avec des LMP1, avec des constructeurs un peu plus, enfin moins de constructeurs, mais avec un truc un peu plus artisanal, avec des niveaux différents. Enfin, peut-être qu'il y aurait une fenêtre de tir plus simple, mais encore, on n'a pas eu, j'ai pas de souvenir de femmes au volant de LMP1, mis à part Vanina X par exemple. Enfin, il y en a Oui, eu, je veux dire, hein, peut-être Amanda Stratton, ou je sais plus si c'était roulé en P1. Il y en a quand même eu peu, donc je dis ça, je sais pas si ça aurait été plus facile. Mais en tout cas, là, elle arrive à un moment où, qu'on le veuille ou non, bah, il faut quand même la comparer aux performances des autres pilotes, peu importe leur genre. Et pour l'instant, ça le fait, mais ça le fait parce qu'elle est dans un bon trio, comme tu l'as dit. oui. Mais sa performance à elle intrinsèque, faut encore aller chercher de la vitesse, quoi. Et du rythme, Bah, surtout. ouais, Surtout du on rythme a et de la vu. consistance. Ouais. Bah, c'est ça en fait sur le début de course. Tu vois si Panis VDS Racing gagne une nouvelle fois parce que c'est quand même la deuxième victoire Ouais, consécutive, bien joué. ils sont sur une sacrée lancée mine de rien parce que au Mans, je veux dire évidemment que c'est facile après coup de refaire la course, mais s'il n'y a pas le problème de suspension dans le dernier relais, Esteban Masson il emmène la voiture aux avant-postes. Hein. Donc bon, ils sont sur une bonne dynamique. Podium aux 24 heures du Mans, victoire à Imola, victoire à Spa, et ça s'est joué, donc je le disais, ben vraiment à la remontée aussi d'Oli Gray, qui a réussi à dépasser coup sur coup plusieurs de ses concurrents, et donc à mettre, un petit peu comme il l'avait fait à Barcelone, un petit peu comme il l'a fait à Imola, à mettre la voiture dans des bonnes dispositions. Quoi. Exactement. Bah non, mais travail d'équipe. Enfin, là, je plaisantais tout à l'heure en disant il y a eu 1 heure et demie de safety ou de neutralisation, donc on est dans une course traditionnelle ELMS. Je plaisante, hein, pardon. Ceux qui organisent, c'est pas une critique, mais bon, c'est un constat. Et par contre, on est aussi dans une traditionnelle course de LMS avec, bah voilà, c'est l'équipage le plus complémentaire et chacun a fait son rôle au bon moment qui s'impose. Voilà, c'est assez logique de les retrouver là. Comme on Ouais, c'est disait, vrai. bah, il n'y aura pas eu cette pluie de pénalité, ça aurait été quand même relativement logique aussi de retrouver justement ce fameux Mathis Jobert, Juncadella et Chadwick qui, on l'a dit, n'est pas forcément la meilleure, mais dans ce trio et dans cet équipage, bah voilà, il y a quand même un truc qui a pris chez IDEC, ils tiennent aussi quelque chose de solide, quoi. Ouais, je suis d'accord, effectivement, c'est un équipage qu'on n'attendait pas. Alors normalement, ça aurait dû être Logan Sargent hein, qui roule à la place de Daniel Ouais, Juncadella, donc c'est vrai. ça aurait été Qui fait son retour encore un d'ailleurs. petit peu différent. Oui, il a fait son retour, il l'a annoncé, effectivement. Ouais. Et bon, il avait pris sa retraite, puis après il s'est dit, bon, Ouf. finalement, peut-être que ça me manque. Donc voilà, il est de retour. En tout cas, il exporte Genesis Magma Racing, perd gros, parce qu'ils Mm. étaient à un seul petit point de VDS Penis Racing. Potentiellement, ils auraient pu perdre 8 points en terminant deuxième. Mais là, c'est vraiment beaucoup de points de perdus, puisqu'ils sont troisième du classement général, derrière Inter-Europol Compétition, puisqu'ils terminent pour la troisième fois consécutivement en deuxième position. Honnêtement, là, le trio est bon aussi, avec Tom Dillman qui faisait son retour après sa blessure. Content de le retrouver, Tom. Et puis Jakub Smikowski et Nicky Loli. Ben, on rappelle quand même qu'ils ont gagné les 24 heures du Mans en P2 hein, chez Inter-Europol. Donc c'est pas une surprise de retrouver ces deux équipes aux avant-postes, mais il y a 20 points d'écart tout de même entre VDS Panis Racing et Inter-Europol Compétition. Il reste deux courses, Silverstone et Portimao. Faudra pas faire d'erreur pour VDS Panis Racing, mais normalement, s'ils sont constants et même en terminant deux fois deuxième, ils seraient titrés. Hein. Meilleur tour de la course pour Nicky Loli. Non, je dis pas de bêtises. Ça, hein. Je crois que Je c'est crois que sur c'est cette. Nicky Loli. Pour moi, c'est lui qui a été le plus Euh, rapide.
Donc, tu sais, Ah sur si, la ouais, ouais, tout à fait. Intereuropol, ouais, 202 466. Un tour qui le mettrait, par exemple, devant une Ferrari 499P ou une Porsche 963, Par exemple. hein, parce que ça va plus vite que les hypercars, c'est quand même assez fou, mais Bah, les meilleurs tours elles en sont cours. bonnes, hein, les Ouais, LMP2. Elles sont performantes. Elles ne sont pas bridées ou en tout cas limitées dans leur puissance hein, en ELMS. Et ça, c'est ce que les pilotes justement apprécient énormément. Donc, c'est pas étonnant de voir des hypercars moins rapides. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais comme il y a la balance de performance, comme il y a justement des voitures qui ont cet objectif-là d'aller à 3,30 à l'origine, hein, évidemment, mhm. en 3 minutes 30 aux 24 heures du Mans, les LMP2, si on se rappelle, en quoi 2019, elles étaient en 3,24. Donc elles sont rapides. Hein. Vraiment, c'est agréable et ça doit être agréable aussi pour les pilotes de les avoir en main. Ouais, puis les LMP2 surtout sont là depuis l'époque des LMP1, parce qu'avant les hypercars on avait des Oui, LMP1, et où il y avait, comme tu le dis, beaucoup plus cet écart. Ça descendait, c'est descendu en 3,14 au Mans sur un tour. Donc voilà, les LMP1 étaient plus rapides, les LMP2 étaient à bonne distance, ou en tout cas à distance. Mais vu qu'on a sorti cette génération, ce nouveau règlement hypercar, avec des voitures moins puissantes et plus lourdes, bah forcément les LMP2 ont trinqué. Donc quand on les découvre ailleurs qu'en Sarthe, avec d'autres limitations, enfin moins de limitations en tout cas, de puissance, de poids, oui. etc., bah c'est vrai que on voit que ça va vite, hein. Comme je disais, enfin c'est pas une blague, hein, les meilleurs tours en course des Non, 10 premiers, je crois, on va jusqu'à Philippe et Albuquerque à peu près, sont plus rapides que le meilleur tour en course, enfin que certains meilleurs tours en course d'hypercar de cette année des 6 heures de Spa, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, c'est très encourageant de voir que le LMS, justement, est apprécié pour cette raison-là aussi, parce que les LMP2 sont la catégorie reine et que ce sont des voitures extrêmement performantes. Alors oui, certains bah, auraient voulu avoir une compétitivité, j'allais dire, entre Ah différents bah ouais. constructeurs. Ça va revenir, ça va revenir. Ces LMP2, en tout cas, elles ont été prolongées pour des raisons évidemment logiques bah, de permettre aux équipes de rentabiliser encore hein, cette auto. Donc moi je suis très content de les avoir, ces Oreca 07, je te le dis. Je sais, j'en ai un peu marre, moi. Ah ouais? Oh là là, quand Ah, même. Mais ouais. bon, en tout cas, il y a eu du spectacle. Il y a eu aussi des gros cartons et un gros carton notamment avec Manuel Maldonado. Ça m'a rappelé exactement en 2021 la LMP3 de l'équipe Inter-Europol Compétition qui, à l'extérieur de Stavelot, a manqué son virage. C'était Hayden Reed à l'époque qui faisait ses débuts en LMP3 en ELMS. Bon, bah, il avait arraché la roue avant, c'était compliqué et il s'était retrouvé piégé. Et là, eh bien, Manuel Maldonado est parti trop large et il a mis gaz en grand au moment où finalement il y a eu la jonction entre le bac à gravier et la zone asphaltée. Et là, la voiture est partie tout de suite en travers. Malheureusement, Grégoire Saucier et Ben Hanley n'auront pas eu l'occasion de prendre le volant. Il est vraiment maudit, hein, Grégoire. L'année dernière, piégé en étant finalement quasi convaincu qu'une GT l'avait vu. Et puis patatras, ça n'avait pas été le cas. Et il était parti dans le mur assez violemment d'ailleurs au Rédillon. Et là, eh bien, c'est Manuel Maldonado qui, encore une fois, fait une petite erreur. Ça peut arriver. Il n'en fait pas beaucoup cette année, mais avec United, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas là, United, cette année. C'est très très dur. Ils ont marqué le plus de points de leur saison à Barcelone avec 8. Sinon, après, ils sont vraiment dans les profondeurs du classement. Bah, après, on a récupéré, cette année, en 2025, on a quand même récupéré Nielsen Racing, tu vois. Ils ont gagné en Pro-Am au Paul Ricard, ils ont fait la pole là, et ils font troisième. On peut pas récupérer tout le monde. On les a déjà, eux, qui étaient un peu... Non, mais c'est vrai, tu sais, on en parlait en début de saison. Je crois qu'on a fait un épisode où on donnait un peu nos pronostics ou nos forces en présence, ou ceux qu'on espérait. Et je crois avoir dit de mémoire que j'aimerais bien revoir Nielsen Racing devant. Après, c'est toujours une question d'équipage et de... Voilà, c'est compliqué. Mais United, par contre, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait plusieurs saisons où... Ou alors c'est en dents de scie. Je me rends pas trop compte, mais United, je sens que c'est difficile quand même. Ah oui, et c'est très bizarre. Alors, ils ont perdu Felipe Albuquerque, et devine où il est, Felipe Albuquerque. Eh ben, il est chez Nielsen Racing. Et Voilà. là, Voilà. vraiment, hormis Barcelone, où franchement, ils étaient hors du coup, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dû monter la voiture à l'envers, j'en sais rien, ils ont fait une LMP3. Mais sinon, ils sont quand même là, hein, Nielsen Racing. La pole position de Ferdi Habsburg, il était heureux comme tout, dans des conditions très piégeuses. Et puis là, bah, le podium, alors oui, ok, sur tapis vert, hein, parce que normalement, ils étaient cinquième Oui. sur, Oui. sur la perf, on va dire, pure. Mais enfin, quand même, l'idée c'est d'être là au rendez-vous et tu vois, sur la stratégie, ils performent de plus en plus et Nielsen Racing, bah, ils font vraiment les beaux jours aussi de l'endurance parce que ils engagent des voitures en Ligue European Series, en Michelin Le Mans Cup,
avec les Hades, et puis en ELMS. Donc vraiment, c'est toute la pyramide qui est occupée par Nielsen Racing. Et ton avis sur Bolok Bassi, sur sa performance globale, sur son niveau, comparé à, je sais pas, à du Jonas Reed ou à du Et Manuel ben c'est pas Maldonado si d'ailleurs. mal. On est sur Non, le même franchement, classement. bah, déjà, la chose à dire, c'est qu'il fait très peu d'erreurs. Mm. Il en fait un petit peu, ça peut arriver, mais il vient du sim racing quand même, Cenk Bolukbasi. Et là, franchement, bah, je dois dire qu'il est assez impressionnant. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Alors, je sais pas en termes de rythme si ce week-end il Ça était bien va, ou ça pas. passe, ça passe. Je crois que c'est l'un des meilleurs silver, hein. Il doit être derrière Oli Gray et Mathis Jobert, non? Ouais, bah ça, clairement, mais c'est pour ça que je te disais, il est devant Jonas Reed, par exemple, ou Manuel Maldonado. Je t'avoue que je le suis peu, parce que tu fais bien de le rappeler, il vient effectivement du sim racing. Je suis plus sur... je suis un peu plus ce que fait James Baldwin, je sais pas si tu vois qui c'est, mais... Ah oui. James Baldwin Ouais, mais qui pour fait... moi, alors tu vois, je comprends, mais je pense que Bolukbasi est meilleur. Ok. Ouais, moi c'est parce que j'aime bien James, en fait. Je le trouve cool. Oui, non, mais d'accord. Mais Mais oui, tu oui, vois, James, peut-être qu'en faut pas performance oublier, pure, il ouais. roule pas en LMP2. Parce que attends, la LMP2 à Spa, tu l'as dit, c'est plus rapide qu'une hypercar. Mhm. Il fait des chronos incroyables, Ah James oui. Bolukbasi. Il est tout jeune et alors ça manque un peu, si je puis dire, de constance. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire un excellent super tour et puis derrière d'être un petit peu moins bon sur son relais. Mais c'est normal. Attends, il apprend. Il était encore en LMP3 il y a quoi? Il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un sacré client. Non, mais ouais, carrément. Mais c'est intéressant de voir leur trajectoire. T'as vu, je fais Oui, une petite bien passe décisive évidemment. pour ton podcast, trajectoire. Mais c'est intéressant de voir leur évolution. Sam Bolukbasi, j'ai l'impression qu'on est sur une bonne saison et que peut-être 2026 peut être... Enfin voilà, il progresse bien. Tu sais, il y a ce côté, on le lance dans le grand bain, on voit ce qui se passe, et puis bah, il y en a, on a tendance à les oublier un peu avec l'histoire, malheureusement, c'est comme ça, mais qui n'arrivent pas, et puis qui, bah voilà, hein, c'est tout, il dégage, quoi. Et j'ai l'impression que lui, il peut s'installer durablement. C'est pas juste un feu de paille, quoi. Non, non, et surtout, il est très bien encadré parce que franchement, j'ai parlé d'Albuquerque, mais d'être avec Habsbourg, c'est aussi sympa parce que déjà, Ferdinand, il prend de plus en plus d'expérience en étant chez Alpine, parce que quand même, il côtoie des pilotes extrêmement talentueux, et lui-même l'est aussi, il l'a prouvé sous la pluie, et je pense que ce sont vraiment deux bons pilote qui puisse épauler Bolukbasi et c'est une vraie chance pour le pilote turc pour pouvoir progresser encore. Donc voilà, moi je trouve que cet équipage il est bien et chez Nielsen, bah, je suis quand même content pour eux que ce podium leur soit arrivé. Alors ils étaient loin hein, évidemment, un petit peu plus loin en tout cas que ce qu'ils auraient pu imaginer au début de ce week-end. Mais quand même, un podium, bah, ça ne se refuse pas. Et puis il termine devant Idexport, il termine devant CLX Motorsport, qui avait d'ailleurs un duo hein, ce week-end. Duo qui était composé d'Enzo Fittipaldi, ça c'est normal, on le connaît je veux dire, et de Sébastien Alvarez, parce que Manuel Espirito Santo, malheureusement, s'est blessé pendant la semaine, et donc Alvarez qui a fait les 24 heures du Mans chez IDEC, eh bien, a fait une deuxième partie de saison, donc, et commence sa deuxième partie de saison chez CLX. On rappelle que Pipo Derani a décidé d'arrêter pour la fin de saison pour se concentrer sur son programme Genesis. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, la voiture a roulé hein, cet été. L'hypercar. Ouais, et on en a bien parlé d'ailleurs. A priori, elle est bien née. Moi, je trouve qu'on sent vraiment la patte d'Oreca. Elle ressemble un peu à l'Alpine, elle Ouais, ressemble un peu à l'Acura. oui. C'est vraiment une belle auto. Elle ressemble... la Ford lui ressemblera. Ah ouais? Bah non, mais vu que c'est Oreca qui est Bah au oui. niveau du châssis. Non, bah oui, c'est... Il y a quand même une convergence un peu des styles, non? J'ai l'impression. Moi aussi, je Mm, trouve. Je ouais. voulais pas trop Non, le mais... dire, mais c'est vrai que. Ah, je trouve un petit peu. C'est vrai que quand on a Dallara qui fabrique un châssis, bon, même si on change un petit peu la face avant, voilà, on sait que. Oreca. Non, non, mais on sait que les Dallara se Ah ressemblent. Tu oui, vois, pardon. Oui. quand t'as la Cadillac, voilà, bon, bah, elle a ce format un petit peu particulier. Elle ressemble un peu, À la BM. quand même. C'est quoi, c'est la BM? Mm, Ouais, c'est ça. ouais. Donc, Oreca, on l'a dit. Et puis ensuite, bon, Multimatic, cela dit, ils font que Porsche. Ouais, ouais. Bah oui. Ouais, c'est ça. Donc, Je bon, pense pas qu'ils on vont peut en pas faire d'autres, comparer. ouais. Je pense pas qu'ils en feront d'autres. Non. Et bah, je sais pas si peut-être avec la Mazda, on peut comparer. La Mazda ressemble un petit peu là sur l'arrière, non, à cette Porsche. La Mazda, tu parles la DPI? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, ok, il y a un Je sais truc, pas. ouais, ok. Si, c'est bien ça. J'aime bien cette Ouais, comparaison. j'avais l'impression.
Ouais, voilà, j'avais l'impression. Bon, j'ai un peu peur pour Porsche, on fait une petite parenthèse, mais je sais pas s'ils vont rester longtemps au championnat du monde Ouais, ils annoncent d'endurance, hein. quand J'ai entendu des l'arrêt du choses. programme? C'est quand? T'as la date, non? C'est sous embargo? Ils annoncent quand? Ça doit être sous embargo, mais non, mais j'ai eu des infos où ouais, on n'est pas bien confiant sur la suite du programme. Moi, je pensais que c'était simplement des rumeurs. A priori, elles sont pas si infondées que ça, hein. Hmm, Moi, ouais, alors je suis pas Radio Paddock, moi, hein, du coup, j'ai moins d'infos que toi, mais de ce que j'en ai compris, effectivement, Penske, je pense qu'il a bien envie de récupérer le contrat Ford. Oui, Et donc, bah, ça, c'est 2027, je 7. crois, ouais. Donc, bah, Papy, il s'est dit, on va peut-être pas faire les deux en même temps. Enfin, en tout cas, Porsche, ils ont dû dire, tu feras pas les deux en même temps, Coco, et ce qui est normal, hein. Et donc, non, mais je sens qu'il y a, ce qu'ils vont faire la saison de trop l'année prochaine, qui pourrait être en fait la saison de récompense. Tu sais, c'est souvent comme ça. C'est genre, enfin, peut-être, ce que moi je sens, c'est peut-être que là, on va avoir une annonce en mode, bon, on a consulté le board de chez Porsche. On a consulté le board, crise automobile, transition, mobilité, blabla. Du coup, on réduit le programme, mais on fait que les courses d'endurance en IMSA. Donc il y en aura Ah, 5 l'année prochaine, je crois. Peut-être même 6. Ça va donner au championnat principal, parce que je crois qu'ils vont rajouter Daytona, ah bon? Sebring, Watkins Glen, Petit Le Ouais. Mans. Je crois qu'il y a Indianapolis? Indianapolis. Enfin, Non, je crois qu'elles sont ouais. 5. Et Même l'année donc, prochaine, à mon ouais. avis, ils vont faire ça. Plus, est-ce qu'ils continuent le WEC ou pas? Et s'ils font pas le WEC, la jurisprudence Lamborghini fait que normalement, tu fais pas les 24 heures du Mans. Je Non, me- mais je- si, mais ils peuvent pas ne pas faire le WEC. Ah bah alors, ok, mais avec un. Ouais, ils ont déjà que 2 voitures, tu me diras. Je sais pas. Ou alors Non, mais que. c'est vrai que tu as raison. Ça me parle parce que c'est vrai que Penske est très lié en NASCAR avec Ford, donc ça serait Ah ouais. logique effectivement En tout qu'il cas, récupère ce en programme. IMSA, je pense qu'on va réduire la voilure, quitte, pourquoi pas, à basculer l'effort chez Porsche sur on apporte un support à des équipes clients. Il y a des rumeurs sur AO, enfin voilà, ils ont de la GT, ils ont du P2, ils seraient pas contre avoir une 963 avec Donc ça veut une dire que déco de là, tu es en train dinosaure, de je sais dire, pas et quoi. ça, cela dit, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets. Là, on parle vraiment de WEC, mais on reviendra sur le LMS, hein. Mais c'est une bonne nouvelle pour voir des Porsche privées Bah, un petit peu plus nombreuses, un peu comme à la fin des années 80, quoi. je me dis que Porsche peut pas, enfin ils ont quand même foutu de la thune dans cette voiture, elle a tout gagné sauf Le Mans. Euh, je pense peuvent pas arrêter maintenant. Enfin, l'année prochaine, il y a quand même encore une édition des 24 heures du Mans à aller chercher avec la 963. Donc, ce que je vois, c'est qu'ils peuvent splitter l'effort entre, ok, on continue en WEC et surtout on vise Le Mans, quitte à annoncer la fin du programme après Le Mans. Et par contre, sur les championnats annexes, ce que j'appelle annexes, c'est l'IMSA et l'Asian Le Mans Series, parce qu'il faut pas l'oublier, en Asian, dans un an, enfin la fin de... Ouais, c'est pas là, c'est après, je crois, on pourra mettre des hypercars privés. C'est Et vrai. bah voilà, Ouais, ouais. go, en fait, on balance les caisses à des équipes privées, et comme ça, on fait perdurer le programme. Bien sûr, on leur vend la prestation des ingénieurs allemands qui sont présents sur place, ça fait rentrer un peu d'argent, c'est toujours cool. On peut dépêcher un... Kevin Estre, je sais pas s'il va apprécier, mais on peut dépêcher un Dan Cameron, lui ça va. On peut dépêcher, enfin je sais pas qui, tu vois, des pilotes maison. Mais je Ouais, c'est pense vrai. qu'ils vont réduire la voilure en IMSA. Mais bon, réduire la voilure, tu fais quand même 5 épreuves sur le calendrier, c'est pas si mal. Non, non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'en plus, ils gagnent depuis des années, et ça permet à des équipes, comme d'ailleurs on voit en ELMS, hein, de pouvoir prendre de l'expérience pour peut-être aller séduire des constructeurs plus tard, parce que c'est quand même l'objectif, hein. C'est vrai que TDS, j'imagine qu'ils aimeraient bien aussi s'associer à un constructeur comme le fait IDEC avec Genesis. Vector Sport a essayé avec Ouais. justement Isota Fraschini, ça s'est mal terminé malheureusement. CLX Motorsport, ils sont en train de mettre les choses en place pour justement attirer un constructeur. Donc voilà, toutes ces équipes-là veulent être avec des constructeurs. Ça marche plus ou moins. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, bah, cette catégorie LMP2, je trouve qu'elle est vraiment une aide pour montrer aussi toute la capacité des équipes. Et tu vois, Nielsen Racing se structure. Inter-Europol Compétition, bah, ils sont de mieux en mieux. Avant, c'était des spécialistes du LMP3. Maintenant, ils sont devenus vrais spécialistes LMP2. Ouais, clairement. Après, la marche vers l'hypercar, hmm, elle me Ouais. paraît complexe. Ah, c'est encore autre Elle me chose. paraît Vector complexe. Sport, d'ailleurs, tiens, tu vois, j'en parle, Mhm. qui ce week-end a tenté quelque chose. Alors ça n'a pas fonctionné, mais ils ont laissé le pauvre Vlad Lomko en piste avec des pneus qui étaient un peu usés du relais de Ryan Cullen
parce qu'on a fait beaucoup de tours sous drapeau jaune et qu'on s'est dit bah, peut-être qu'ils se sont moins abîmés quand même. Et donc il a bénéficié d'une position préférentielle sur la piste, la fameuse track position, Hmm. même si ça a été difficile de fermer les portes, hein. C'est un circuit pas si simple pour dépasser, Spa, mais quand il y a un Ouais, différentiel c'est ça. de pneumatique si grand, bon, c'était dur pour Vlad Lomko. Et c'est dommage, je suis un petit peu déçu de la conclusion, parce qu'il marque que 6 points finalement, Vector. Il termine en 7e position. Déçu de voir que bah, leur coup de poker n'a pas payé, mais en tout cas, ils avaient de la suite dans les idées, quoi. Mais effectivement, je crois que t'en parlais il y a quelques épisodes où tu disais qu'ils étaient nulle part, qu'on les voyait plus. Oui, Et c'est effectivement revoir un peu cette voiture batailler. Enfin, il y a eu un peu il y a eu de l'intention, quoi. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. ouais. Alors je te dis ça. Et cela dit, bien, ils avaient quand même réussi à monter sur le podium à Barcelone. Donc voilà, ils n'étaient pas complètement nulle part. Mais là, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Donc voilà, en LMP2, il y a eu vraiment deux courses, j'allais dire. Devant VDS Panis Racing, Inter-Europol, IDEX Sport, Genesis Magma Racing et Algarve Pro Racing. Et puis derrière, c'était un peu plus dur. En fait, ces quatre équipes, on les avait vues déjà dès les premiers essais de la semaine être aux avant-postes. Donc il n'y a pas eu de vraies surprises. En revanche, en LMP2 Pro-Am, c'est beaucoup plus serré parce que si en LMP2 on a 20 points d'écart entre Panis Racing et Inter-Europol Compétition, en LMP2 Pro-Am on a 15 points entre les 5 premiers. Comme l'année dernière, ça va encore jouer à Portimao. Et c'est Algarve Pro Racing qui, avec cette victoire, reprend l'avantage sur Aoba ITF, dis donc. Écoute, ouais. Alors, j'ai un peu moins suivi hein, le programme, mais Ah, t'as moins suivi. ouais. Ben, en même temps, c'était difficile de suivre parce que, encore une fois, ces neutralisations font qu'on ne savait pas trop où on en était. À un moment donné, on s'est dit que TDS Racing serait dans le match. Le premier relais de François Perraudot a été incroyable et bravo François parce que avec cette voiture de l'équipe AF Corset, il est vraiment remonté. Il était en difficulté hier en qualif sous la pluie. Il était moins à l'aise et on le comprend parce qu'il n'a pas roulé depuis longtemps sous la pluie, je crois. Peut-être au Castellet, bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'était un super bon premier relais. Et malheureusement, ben voilà, la stratégie, c'était plus compliqué. On n'a pas fait beaucoup rouler d'ailleurs Alessio Rovera pour essayer d'optimiser la stratégie et les arrêts notamment. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. L'équipe AF Corset qui termine quatrième, qui manque le podium. Et moi, c'est une autre équipe que justement j'ai suivie à Aoba ITF qui, bah, je pensais, était bien placé pour monter sur la plus haute marche et qui en fait bah, termine à 40 secondes de l'équipe Algarve Pro Racing qu'on n'a pas vraiment suivi. Moi je dirais qu'Algarve Pro Racing, j'en ai parlé hier au micro en direct, ça me fait penser un peu à leur saison en Asian Le Mans Series. Ils sont capables, malgré un pilote bronze qui en fait est quand même assez loin, hein, Mmh. Crichton Land-to-10, faut Mmh, pas, mmh, pas se voiler la face, hein, ça fait partie des moins bons pilotes bronze comme Daniel Schneider. Et par contre, bah, avec ces pilotes-là, on a des clients vraiment très très solides, comme Alex Quinn notamment, comme Oli Jarvis. Et donc, eh bien tiens, on retrouve Algarve Pro Racing et United Autosport qui sont premier et deuxième parce que le scénario de la course, je pense, a été assez haché justement. Oliver Jarvis, Oliver Caldwell. Chez United. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Oui, d'accord, ok. Oui. Non, ce que je voulais. Non, Ouais, parce que pour moi, Caldwell et Sato, c'est pas les. Non, c'est pas les atouts forts. Pour moi, c'est vraiment Queen et Jarvis qui sont les atouts respectivement dans les voitures ok, 20 et non, 21. pardon, j'avais pas. Ouais. Non, en tout cas, ce que je vois, je rebondis avec ce que je peux analyser, c'est que, tu vois, je m'attendais à une saison à l'MP2 Pro-Am, bah, peut-être comme on avait déjà pu le voir par le passé, avec AF Corset qui est quand même l'équipe, Oui, enfin, l'association Perrodo Rovera avec Sivière qui est quand même incroyable. Bah, ils ont gagné la première course, ils ont même gagné ouais, au en général. général. Mais après, en fait, là, bah, on est à 4 courses et on a 4 vainqueurs différents. Ce qui n'est pas le cas en LMP2 tout court. On a eu 2 victoires Non. IDEC et donc 2 victoires maintenant VDS Panis Racing. Et ben en LMP2 Pro-Am, c'est pas le cas. On a eu AF Corsia, on a eu Nielsen, Aoba ITF et maintenant Algarve. Donc finalement, championnat, je t'avoue qu'il. Là, on est sur la case dans la case, le tiroir dans le tiroir, tu vois. C'est le tiroir à l'anglaise, là, le truc un peu caché. C'est-à-dire que Oui, t'as le et LMS, t'as le pourtant. LMP2 et après t'as le LMP2 Pro-Am. Je te parle même pas du LMP3. Donc tu vois, ça m'intéresse Ah un non, peu moins. on va en parler. Non, mais ça m'intéresse un petit peu moins. Mais il faut constater quand même que tu as une diversité de pilotes qui se sont imposés et 4 équipes en 4 courses. C'est top. Ça veut dire que la formule fonctionne bien. Oui, bien Ah sûr, oui, et je fais attends, ça bien. encore, Hein. on a TDS Racing qui s'est pas imposé. Tu fais ça très bien. On a Proton Compétition qui, avec Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Giorgio Roda, fait quasiment toutes les pôles.
Et en fait, en course, ça va pas, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait encore. Je pense que sur la stratégie, ça a été compliqué. Cette Proton Compétition 77, elle termine sixième seulement et à un tour. Donc vraiment très très frustrant et très déçu. TDS Racing, mais ça s'est joué à la conso, termine cinquième. Pourtant, c'est un bel équipage, hein. Mathias Bech, Clément Novalak et Rodrigo Sales. Mais voilà, il y a eu malheureusement, je dirais, un petit peu trop d'erreurs et des pénalités qui sont tombées. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ça laisse les choses un peu ouvertes quand même pour Silverstone qui est mi-septembre, je crois que c'est 15 septembre, hein, Silverstone. Et Ouais, puis, tout à fait. Et il y a beaucoup de pilotes qui ont hâte d'y être d'ailleurs. Moi, ça sera la première fois. C'est assez dingue hein, quand même, franchement. C'est un circuit qui est en fait un circuit au gros cœur. Silverstone, ouais. Bah, ouais, c'est. Je sais pas si les pilotes apprécient énormément Silverstone ou pas. Eh ben, je crois que si, Si, parce que ouais. j'en ai parlé justement, et c'est un circuit qui laisse la part belle au pilotage, donc ils Ouais, ont c'est vrai. vraiment tous hâte d'y aller. Quand ils le connaissent et quand ils le connaissent pas, ils ont hâte de le découvrir. Donc, Puis un à voir ce que. circuit historique, quoi. Le premier Grand Prix de Formule 1 qui a été disputé à Silverstone. Exact. Il y a une ferveur, il y a une. On sent un truc. J'en ai déjà parlé, je crois, de Silverstone. C'est beaucoup moins beau que. Enfin, je pense que c'est l'un des circuits sur lesquels j'ai été qui est le moins joli en termes de proximité. Enfin, ce qu'il y a autour, le décorum, tu vois. La piste en elle-même, j'en parle pas, mais je veux dire, Ouais. les arrière-plans. Il y avait encore, ce week-end, il y avait le Silverstone Festival, donc c'était un événement classique, où à Ouais. chaque fois que tu vois la ligne droite, tu sais, t'as la caméra au 600 mm, là ça tremble un peu, puis derrière tu vois des camions passer ou des bus, enfin, en fait, les arrière-plans sont éclatés parce que c'est relativement plat, c'est Oui. vert, mais l'herbe est verte, mais il n'y a pas beaucoup d'arbres. En fait, c'est pas très très beau, Silverstone, mais par contre, il y a un truc, quoi. Moi, j'y suis allé à l'époque de l'ILMC, et les fans anglais sont à fond, très nombreux, passionnés, très connaisseurs, fins connaisseurs des pilotes, des équipes. Enfin, c'est toujours agréable d'aller en Angleterre, et encore plus à Silverstone parce que t'as le cadre historique en plus, quoi. Ah, génial. Bah écoute, j'ai hâte de découvrir Ah ouais, ça, ça va être de super. te dire ce que ça va donner en effet. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est sur un ancien aérodrome, donc enfin un aéroport qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Toi, forcément, c'est très plat. toi, tu vas te régaler là-bas parce que tu vas avoir des images, comme moi quand j'y suis allé, tu vas avoir des images de bataille de John Cleland face à Jason Plato, Ah ou tu vois, oui, des trucs comme ça, quoi. Ouais. c'est clair. Ah, et puis là, j'ai hâte, j'ai envie de faire le track walk, hein, justement, Ah bah, tu à m'étonnes. Silverstone, parce que j'en parle à chaque fois dans mes commentaires, mais là, vraiment, ça me régale d'avance. Faut Bon, juste que j'ai une trottinette, peut-être, parce que je vais pas le faire à pied en courant, hein. ouais. Ah, ouais, c'est bon, c'est bien. Ce sera ta reprise sportive, non? C'est ça? Si tu cours un peu. Ouais, non, bah, faudrait que je m'y mette, là, Ouais, c'est mais ça. ouais, peut-être à la rentrée, tiens. Allez, Voilà. pourquoi pas. La reprise aussi, d'ailleurs, en LMP3 pour une équipe bah, qui était un petit peu éteinte depuis le début de cette saison, depuis que l'année dernière ils avaient terminé troisième du championnat. C'est Team Virage avec le retour de Julien Guerby. Eh bien, retour gagnant parce que Julien, accompagné toujours de Danilo Gales et de Rick Kuhn, a réussi à faire s'imposer le Team Virage. On savait que cette voiture était bien réglée. Maintenant, ça se joue beaucoup au pilote bronze aussi hein, dans la voiture en LMP3. Et bah, Julien est un excellent pilote bronze. Et c'est vrai que Jacek Zilonka, bah, il est resté dans le giron virage, hein, mais il a rétrogradé en Michelin Le Mans Cup pour pouvoir peut-être reprendre aussi de l'expérience. On a tendance à dire qu'en LMP3, en ELMS, il y a moins de niveau. Moi, je suis pas d'accord. Franchement, ok, il y a moins de voitures. Mais il y a un niveau de fou quand on voit les pilotes. Rick Kuhn, il vient de la monoplace. Nogales aussi. Gillian Orion, qui a gagné en Michelin Le Mans Cup après un super relais et qui là termine deuxième avec deux pilotes bronze. On a Ayana Aguilera qui est un jeune pilote mexicain. On a également Griffin Peebles qui est un pilote de référence, un tout jeune qui ne demande qu'à apprendre. Adrien Cloménil, Théodore Jensen avec Paul Lancher et puis Marius Fossard. Donc moi je pense qu'il y a vraiment des clients. Maintenant, ce sont des individualités. Et il faut que bah, la mayonnaise prenne. Et en LMP3, bah, là, ça a pris en tout cas pour le Team Virage. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver cette équipe, non qui roule sous licence polonaise, qui habite en Espagne, enfin qui est Mhm, basée en Espagne, mhm. et qui est gérée par deux pilotes, deux ingés et pilotes français, justement, Philippe Gautron et Julien Guerby. Donc, je sais pas ce que tu peux en penser, parce que je suis sûr que tu n'as pas regardé le LMP3, évidemment. Non, non, j'ai pas regardé. Mais en fait, C'est dommage. ce que je vois, c'est que ce qui est marrant, je t'ai entendu quand même dire que c'était un peu ton call au moment des qualifs ou, enfin en tout cas Oui. sur l'avant-course. Bon, D'autres en qualif, je me suis voyaient. raté, hein.
Ouais, mais en tout cas, d'autres voyaient plutôt CLX Motorsport, enfin Cool Racing, s'imposer. Logique, puisqu'ils ont déjà gagné les 3 dernières courses, donc Non, mais attends, tu peux voir le c'est pire prolongement. que ça. C'est pire que ça. Le trio Lancher, Cloménil, Jensen, bah, ils sont déjà au-dessus parce qu'ils sont ultra rapides. Tous, hein, que ce soit Paul Lancher côté bronze, Cloménil et Jensen, ce sont les deux pilotes vraiment références. Ils ont 3 victoires et 4 pôles. Ils avaient donc Ouais, 79 points sur 79 possibles. ouais. Et ils pouvaient, s'ils terminaient le week-end avec 52 points d'avance, décrocher le titre à 2 épreuves de la fin. Mais on voit que rien n'est joué. Et il y a eu un petit problème mécanique pour Adrien Cloménil, malheureusement, qui s'est retrouvé piégé et contraint à l'abandon. Et donc pas de points. Mais en tout cas, voilà, c'est le Team Virage qui fait tomber l'équipe suisse, parce que ça restait la seule catégorie dans laquelle il y avait cette domination. Donc voilà, je trouve ça bien. Non, je t'avoue que là, j'ai pas suivi. J'étais plus sur les batailles P2 quand même, et GT dont on va parler dans quelques instants, GT3. Donc voilà, en tout cas, je salue ton talent pour avoir identifié que ce serait le Team Virage qui allait en sortir vainqueur. C'est gentil. Bon, j'avais aussi identifié Iron Links Proton en LMP2 pour la victoire et ils ont Ah, terminé 8e. Donc ouais. Non, bah tu tu peux peux pas pas toujours être. toujours réussir. Ouais, mais c'est pas mal. Et t'avais eu le bon feeling aussi en GT3 ou pas? Ah non, c'est tellement Parce que souvent difficile t'en parles de se de cette projeter. Aston Martin avec Valentin Asclo. C'est vrai, mais non, là j'aurais plutôt dit que c'était la Mercedes qui puisse aller s'imposer. Alors j'en étais pas loin, Ouais. mais ça l'a pas fait. Disons quand même que par rapport à la LMP3, c'est vrai que c'est encore plus ouvert en LMGT3 du fait de la différence des voitures, bien évidemment, et du succès handicap, etc. Mais en LMP3, moi je suis assez bluffé de voir quand même que bah, le Team Virage maintenant ça y est remis sur le bon rail parce que encore une fois, ça se joue aux individus, mais au pilote bronze. Julien Gerbier est de retour. Je suis assez bluffé de voir que, par exemple, WTM by Renaldi Racing était plutôt pas mal ce week-end avec la Duquesne des 09. Mhm. Et puis Inter Europol qui bah, revient aux avant-postes. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Ils étaient les spécialistes du LMP3 Inter Europol. Et là, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'ils se sont concentrés plus sur le LMP2. Logique. Mais là, ben, c'est un retour sur le podium pour cette équipe. Donc ça reste quand même serré. Au classement, on va dire serré derrière l'équipe CLX Motorsport hein, au Ouais, ouais. championnat, parce que CLX donc, bah, reste avec 79 points. Ils ont 31 points d'avance sur Inter Europol Compétition. Donc là, pas sûr quand même qu'ils puissent décrocher le titre dès la prochaine fois. Comme quoi, hein, tu vois, ici, s'ils avaient gagné, ils auraient été sûrs d'être titrés, peu importe ce que les autres faisaient. Mais là, maintenant, avec cette contre-performance, bah, en fait, c'est beaucoup plus dur et ils vont pas pouvoir, a priori, décrocher le titre dès la prochaine fois. Il faudrait qu'ils aient 26 points d'avance sur leur plus proche poursuivant pour être sûr, à l'issue du week-end de Silverstone, de décrocher le titre. Ok. Bah merci pour ce point Ce qui est, comptable. ce qui est quand même possible. Oui, merci, bah, avec plaisir. On a aussi Euro International qui, là, c'était un petit peu plus raté. Je crois qu'il y a eu des soucis au niveau du temps de roulage, au niveau des arrêts au stand, avec Fabien Michal qui est toujours pareil, un super pilote. Et puis Ayana Aguilera qui est un Mexicain aussi qui évolue bien, qu'on a connu en Ligue European Series. Et ils ont la particularité d'être toujours à deux hein, chez un Euro International cette année. Donc voilà, pour le coup, ça n'a pas trop fonctionné en termes de stratégie ici à Spa, mais on les retrouvera très vite, évidemment, à Silverstone. Bon, je vois que tu veux parler de la catégorie LMGT3. Oui. Bah, tu as raison. 4 courses cette saison et 4 vainqueurs différents. Et ouais. C'est extrêmement difficile d'avoir un vrai favori, hein, j'allais dire, parce que les Iron Dames ont gagné en début de saison à Barcelone. Il y a eu la Ferrari et Charmy Life Corset qui a gagné au Castellet. La Corvette TF Sport qui a gagné la fois dernière à Imola et qui du coup bah, était nulle part ce week-end parce qu'il y avait le succès Ballast et succès Handicap. Et puis donc, Aston Martin qui s'impose. Première victoire Aston, est-ce que tu sais depuis quand Aston ne s'était pas imposé en ELMS? Wow. Ah oui, Attends. Euh, parce que je suis tombé là-dessus Ah ouais. et j'ai failli tomber de ma chaise. Ah ouais. Alors quoi Ah ouais, parce que toute l'épopée Paul Dallalana, il a jamais roulé en ELMS, il a fait que du WEC. il a fait que du WEC, exactement. Putain, donc c'est quoi? Non, c'est pas genre c'est quand même avec une Vantage? Non. Oui, Si si, si, non, c'est c'est quand même pas avec une si vieux que Vantage. ça quand même. C'est quoi? C'est 2000 Si, c'est du TF Sport, j'imagine.
Exact, c'est 2022 à Ouais, Imola. Ça fait ouais, quand même un voilà, petit c'est moment pas hein, quand si... même. Oui, mais c'est pas si vieux, c'était... Ouais, TF Sport. Non, mais c'est-à-dire que dans mon esprit, Racing Spirit of Léman, comme ils se battent toujours aux avant-postes là et qui jouaient le titre l'année dernière, je pensais quand même qu'ils étaient pas si loin de la victoire et qu'ils en avaient peut-être même eu une. Tu vois, dans ma tête, ça m'aurait Ouais, pas choqué. Bah, pas du tout. Non, non, c'est 2022 à Imola que Aston s'était imposé pour la dernière fois. Et là, c'était juste, hein, parce que ça reste très serré. Alors, c'est une bonne dynamique de Racing Spirit of Léman parce qu'ils étaient sur le podium en WEC avec Doudou Barrichello, notamment le local de l'étape. Et là, en fait, ben, ça s'est joué à la stratégie. On le disait avec ses full course yellow, etc. En fait, le dernier arrêt, enfin l'avant-dernier arrêt, pardon, s'est fait au-delà de l'heure, mhm, donc vers 1h02. mhm. Et en fait, le facteur limitant, c'était pas forcément le carburant, mais c'était l'énergie. Parce que tu vois, tu me l'avais expliqué l'année dernière, et donc on reste sur ce principe-là. Comme on a une balance de performance en LMGT3, et ben en fait, c'est la gestion de l'énergie qui a été un point clé. Et donc, les voitures ont été obligées de s'arrêter dans les dernières minutes. Parce qu'en fait, il lui restait assez de carburant pour finir, mais son énergie allouée par relais était dépassée. Ben, c'est un peu ça. Bon, c'est un peu des deux, mais il avait peut-être plus beaucoup de chances de terminer, même avec le carburant, mais il aurait pu tenter le coup. Et en tout cas, Valentin Asclo ben, s'est arrêté. Et l'idée derrière ça, chez Racing Spirit of Léman, on a calculé, on a essayé de faire de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie en vue, soit de finir, soit de s'arrêter le plus tard possible. Mhm. Parce que là, c'est un peu le principe de l'overcut, entre Ah guillemets. bah là, oui. C'est-à-dire que tu fais bah déjà un tour vite ou deux sans être gêné, bon ça première Et chose, avec moins de mais carburant, du surtout coup, puisque t'es en fin de relais. voilà, et tu vas remettre moins de carburant Bien sûr. dans ton arrêt. Et donc en fait ils ont gagné 3 secondes je crois dans l'ultime arrêt. Tu vois ça a dû faire 35 secondes pour la Mercedes et 30, 31, 32 pour la Stone. Et donc un arrêt plus rapide qui permet en plus d'avoir fait des tours sans être gêné à Valentin Asclo de ressortir en tête et de couper la ligne avec moins d'une seconde d'avance sur la Mercedes. Mercedes d'ailleurs qui quand même en ELMS fonctionne beaucoup mieux qu'en WEC, hein. Ouais, oui. Ouais, ça c'est sûr. Bah, ce qui est bien aussi, donc là tu l'as dit, mais quatre vainqueurs différents, enfin quatre équipes différentes qui gagnent, quatre châssis différents qui gagnent. C'est bien aussi de voir Racing Spirit of Léman gagner. Pourquoi? Parce que cette année, c'est quand même une année assez forte pour eux. Ils étaient en Oui. ELMS déjà, tu l'as dit. Ils ont monté le programme Aston Martin en WEC assez tard. Je crois qu'ils ont eu le feu vert peut-être en octobre 2024, un truc comme ça, peut-être même plus tard. Ah oui. Peut-être même plus tard, hein, je sais plus. Mais ou même décembre. En fait, de mémoire, ils ont vraiment monté le programme tardivement dans le sens où comment ça se passe financièrement, c'est quoi les implications, le personnel, enfin, passer de l'ELMS où tu as un rayonnement européen, c'est dans le nom, à un programme mondial avec d'autres ambitions aussi, enfin voilà, d'autres sponsors aussi peut-être à emmener, à porter, enfin bref, je pense qu'ils ont eu des nuits assez compliquées en matière de gestion, ça a dû être un sacré truc à faire, et donc, Surtout qu'on se souvient quand même que Racing Spirit of Léman, ils reviennent de loin parce qu'il y a eu cette collaboration manquée qui s'est mal terminée avec Cool Racing. Et bah, finalement, cette équipe, elle est encore très jeune, hein. exactement, et donc voilà, qu'il y ait une victoire qui vienne sanctionner, qui vienne récompenser plutôt tous ces efforts, bah, je trouve ça plutôt bien. Elle arrive un peu tardivement dans la saison, on est au mois d'août, mais enfin c'est déjà pas mal quoi. Ouais, on s'attendait à ce que, tu vois, au Castellet par exemple, ça soit plus facile. Oui, À Imola oui, aussi, oui. moi je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu des petites erreurs qui ont un peu pourri le rythme parce que franchement à Imola généralement, on se souvient de l'année dernière, la lutte entre Valentin Asclo Exactement. et Mitchell Gatting qui était C'était assez beau, folle. c'était très beau, ouais. Ouais, ouais. Et là, victoire, mais ce qui veut dire qu'à Silverstone, sur les terres d'Aston Martin, ils auront du poids en plus, donc pas sûr qu'ils puissent défendre leur chance. On a vu hein, ce que ça donnait pour TF Sport. Ils étaient vraiment en difficulté avec l'équipe, enfin avec la Corvette plutôt. Ouais, bah non, mais de toute façon, c'est ça, il y a c'est le principe des victoires qui ensuite pénalisent, entre guillemets, mais et voilà, en tout cas, Ouais, ça nous ouais. apporte, c'est contestable, hein, c'est un peu comme la BOP en WEC, enfin voilà, comme les résultats qui sont, bref, vous avez compris, mais en tout cas, ça nous apporte, si on regarde les classements et les vainqueurs différents, j'aime bien avoir cette variété, et ça avait très bien commencé avec la Porsche, avec l'équipe Iron Dames à Barcelone. Je trouve que ça s'était très bien poursuivi aussi, notamment avec Lilou Wadou qui s'était imposé sur la Ferrari. C'est Mais là, vrai. je suis très content aussi de voir cet équipage 100% français gagner avec
une Aston Martin. C'est vrai, il faut le souligner. Et en fait, en termes de points au classement général, c'est incroyable. Les 5 premiers sont séparés de 6 points, sachant qu'il y a un point pour la pole à chaque fois. Donc tu vois, les points de pole, faut pas les négliger. Non, bien sûr, L'équipe bien sûr. Iron Lynx sur la Mercedes, ils ont quand même 3 pole positions avec Martin Berry sur 4. Donc c'est une voiture qu'on attendait. À Barcelone, s'il n'y avait pas eu de problème mécanique, c'était la victoire certainement. À Imola, il y a eu le crash. Donc non, vraiment, c'est pour ça que je mettais une petite pièce sur la Mercedes. Il y a moyen peut-être de bien faire pour eux. Et tu vois, de 6 points d'écart entre les 5 premiers, tu passes à 25 points entre les 11 premiers. Donc c'est une victoire seulement entre les 11 premiers. Autant dire que rien n'est joué. Bah, de toute façon, il reste encore 2 manches pour qu'on ait une Mercedes qui s'impose et on Oui. aura eu et une McLaren, ça serait bien, comme ça on aurait les 6 constructeurs qui s'imposent. Ouais, Alors la McLaren, j'y crois moyen. Je t'avoue, c'est plutôt au niveau des pilotes on que j'y enlève crois moyen. Michael Birch, non, peut-être. Voilà, ça serait pas mal. On le laisse dans le bac à gravier de Pouhon là, et puis on prend un autre pilote. Ouais, les McLaren, c'est toujours compliqué. Enfin, les McLaren, non, mais oui, il y a certaines voitures où c'est, il y a souvent des pilotes qui nous font des œuvres, quoi. Ah bah là, ils ont un total d'un point quand même en 4 courses. C'est pas mal, sur 60... combien? Non, sur 100 possible. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, United, ils font une bonne saison là. Solide. Bah, à la fois en LMP2 et puis en oui. En LMGT3, là, c'est solide. Hein. C'est une équipe de qualité là. Vraiment, on est confiant pour McLaren en hypercar. Ouais. Ah putain, c'est vrai, oui. Ouais, non, je pense que... Alors, je sais pas trop comment c'est géré, mais ils sont... comment dire, les équipes sont collées entre GT3 et LMP2 dans le paddock ou... Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, ouais, bien sûr. Il y a un vrai partage de... Enfin, tu me diras un partage. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un partage de connaissances et de... Je sais pas, mais en tout cas, non, ça travaille bien. Non, franchement, ça travaille, mais c'est vrai que là, c'est plus au niveau de l'équipage. Je le disais, tu vois, en LMGT3, il y a beaucoup quand même la performance du pilote bronze qui joue, déjà en qualif, bien sûr, et puis sur les premiers relais, se mettre dans le rythme, être toujours dans le tour. Enfin voilà, c'est quand même extrêmement important. Et donc là, on verra, on aura peut-être 5 constructeurs vainqueurs cette saison sur 6 courses. Ça peut arriver, parce que la Mercedes, elle tourne autour depuis un petit moment. Ah oui, clairement. La McLaren, non, ça arrivera pas. Non, mais United, ils ont... C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, cette fameuse notion de mercato. Ouais, peut-être un peu moins bien géré que les autres, que ça soit en P2 ou en GT3. En tout cas, peut-être moins agressif sur les choix de pilotes. Enfin, je sais pas, tu vois, pardon, je rebascule sur le P2, mais quand je revois, tu vois, du Manuel Maldonado ou même du Oliver Jarvis, oui, c'est rapide, Jarvis, mais... Je sais pas, je trouve qu'il y a... Ça fait des erreurs. Ouais, il y a moins ce côté osé. Alors, je vais pas encenser des pilotes, mais tu vois, ça me fait plaisir, par exemple, de voir Théo Pourchère qui débarque chez Algarve. Lorenzo Fluxa, on sait que c'est plutôt pas mal. Du Mathis Jobert, on l'a dit. Enfin, voilà, il y a plein de noms comme ça que tu as envie d'aller chercher, que tu as envie de voir, et j'ai l'impression que United est un peu trop conservateur. Voilà. Ouais, et puis ils ont perdu Felipe Albuquerque, mine de rien. C'est vrai que c'était... je pense aussi, c'est pas la clé, mais c'était un des pilotes quand même artisans des victoires quand il les enchaînait comme des perles. Une assurance vie, comme t'aimes bien le dire. C'était un peu l'assurance vie de United. Non, mais clairement, ouais. Exactement. Bon, en tout cas, on a passé un bon week-end. Moi, j'ai bien aimé Spa-Francorchamps. C'est juste très très grand comme circuit. Et donc, forcément, les paddocks Ligier European Series, Michelin Le Mans Cup dans les anciens stands et donc paddock récents, forcément, c'est assez grand. Et donc, pour aller chercher toutes les infos, les pilotes, etc., c'est un peu plus difficile. Voilà. Est-ce que... je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Juste, pardon, est-ce qu'on passe sous silence l'attaque d'Alessio Picariello sur Miguel Molina ou pas? Aïe. Non, parce que... J'avoue que j'ai pas trop... Ouais. Non, on va pas le passer sous silence parce qu'on parle de tout ici dans l'Endurance Club, non. J'avoue que je sais pas à qui la faute. Au début, je pensais vraiment que c'était Miguel Molina qui avait bougé au frein. Et en fait, à revoir, je sais pas si Alessio ne va pas se rapprocher quand même de la Ferrari pour tenter de le contraindre d'aller un petit peu plus à l'intérieur. Il y a eu incompréhension et bon, on va dire qu'il y avait bataille d'ego. C'est dommage pour Alessio que j'ai eu en cabine et que je remercie d'ailleurs en début de course d'être venu. Très très cool et vraiment super Alessio. C'est dommage parce que c'est sa dernière course de l'année en ELMS. Il a des clashs de date après. Et de finir comme ça, c'est frustrant parce que le rythme était là. Et là, en arrivant à l'extérieur du bus stop, on comprend bien, l'idée c'était d'essayer de contraindre Molina de prendre l'intérieur de la courbe. Et donc, forcément, virage droite, il était à l'extérieur, il aurait été à l'inter pour le virage gauche. Ouais, mais c'est vrai que, en tout cas, le rendu, alors je vais pas prendre parti non plus, savoir qui a fait quoi, mais
le rendu en Moi, je termes... dirais quand même 50-50 parce que c'est vraiment ou alors 55-45 allez pour Alessio parce qu'il est venu de loin et qu'il est quand même venu peut-être se rapprocher trop dangereusement de la Ferrari. Mais enfin, Miguel Molina, il n'a pas non plus facilité la vie et notamment dans le virage à gauche de la sortie du bus stop. Il a vraiment C'est vrai. fermé Ouais, la ouais. trajectoire à la C'est là où Porsche. ça fait un peu acharnement, justement. T'as l'impression, quand tu regardes l'image de manière un peu brute, t'as l'impression que la Porsche force la Ferrari, alors qu'effectivement, c'est peut-être la Ferrari qui referme. Enfin bref, je voulais qu'on en Je parle crois. parce que c'était quand même assez... C'est même plus du portière contre portière, là, c'est du portière dans portière. Oui, c'est ça. C'est du pare-choc contre pare-choc et du portière contre dans portière. Ouais, c'est vrai que Mm. c'est pas mal résumé. Et ça a été d'ailleurs une des phases de full course Eh yellow oui. qui a été, euh, qui a été prononcée. Mais ouais, dommage pour cette équipe parce qu'il y a du rythme. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est Julien Andlauer qui sera Ah au oh, volant de cette c'est Porsche bien. sur les dernières courses. Donc, c'est bien, c'est sympa de retrouver Julien. Ah bah carrément, Silverstone et à Portimao, pas mal, ouais. Ouais, hein, on est ravis de le retrouver et non pas qu'Alessio n'était pas apprécié, au contraire, mais en tout cas c'est sympa de voir les pilotes Porsche comme ça se succéder et être appelés un peu partout à travers l'Europe et le monde parce qu'il reviendra d'Austin. Il faudra que le décalage horaire soit bien digéré aussi hein, pour Julien. Ça va le faire, c'est un professionnel. Donc voilà, mais non, mais on a eu, c'est vrai, des contacts, on a eu des bagarres âpres, disputées, on a eu quelques contacts aussi aux combes Oui, entre voitures de différentes catégories, voilà, ça peut arriver. Et puis on a eu, franchement, des passages incroyables à 3. Moi, je trouve que cette image, elle est folle. Tu sais, on a souvent tendance à parler de Formule 1, le dépassement de Michael Schumacher et Mika Hakkinen sur Ricardo Zonta au Zonta. milieu, ouais. Ben là, en fait, on a eu l'inverse. C'est-à-dire qu'au milieu, dans la tranche de jambon, Oui. c'était le leader de la course, c'était Esteban Masson, qui est passé au milieu de Valentin Asclo et de, je crois, Ricardo Pera. Incroyable. C'est vrai que c'était pas mal, un peu plus tardif, hein, c'était quasiment sur la phase de... Enfin, c'était la phase de freinage, mais ouais, très Ouais, joli. Ouais. confiant, Esteban Ah Masson. bah clairement, ouais, l'étoffe d'un grand, comme on dit. Ah, c'est clair, c'est clair. Il ne fait que progresser et le fait que Toyota parie sur lui, bah, c'est quand même pas un hasard. Et d'ailleurs, là, il est parti au Japon pour 2 semaines pour son programme en monoplace, Ok. parfaire un peu son expérience et son expertise. Et puis bah, après, il reviendra. Normalement, il devrait faire du WEC hein, l'année prochaine. Et peut-être aussi le programme LMS, encore avec Panis VDS, ça serait pas mal. Ouais, exactement. Donc voilà, bon, bah, c'était un petit peu l'épisode de reprise, voilà, de rentrée pour le LMS. On a essayé d'être complet. Semaine pro, enfin là, en tout cas, à la fin de la semaine, pas de course d'endurance. En C'est quoi ton revanche, actu alors? bah oui, bah alors mon actu, moi, c'est que ce week-end, qu'est-ce que je fais ce week-end? Eh ben, je vais normalement être un peu occupé avec Zandvoort. Non pas que je commente la Formule 1, mais je serai peut-être quand même en commentaire, mais sur la chaîne de Winamax Télé, pour commenter en radio, j'allais dire, le Grand Prix de Formule 1. Donc voilà, stay tuned, comme on dit. Et puis normalement, je vais commenter la Porsche Super Cup, toujours depuis Zandvoort. Donc voilà, un petit week-end La tranquille. Porsche Super Cup, putain, j'adore ça. C'est pas mal, hein, avec Mathis Jaubert d'ailleurs, qui reste sur une victoire en Hongrie. Donc Mathis Jaubert, il a un double programme, voire même un triple. Donc c'est pour ça aussi qu'il reste dans le match, j'allais dire. On a eu en Cup, alors c'est pas la Super Cup, mais en Carrera Cup Asia, il y a Dylan Pereira Ouais, qui est titré depuis ce week-end. Je te donne l'info comme ça. bravo, le Luxembourgeois qui a roulé Voilà. également en Super Cup et qui effectivement est un très bon pilote. Et puis il y a toujours le podcast Trajectoire évidemment. Là, il y a des rediffs cet été, mais enfin quoique il y a eu un épisode sur Gwenel de Lomier et qui est sorti en début août. Et puis là, bah, à la rentrée, je vous promets une petite surprise avec un journaliste de talent qui parle Formule 1. Voilà, j'en dirai pas plus. Tu dois l'avoir, mais vous aussi. Qui parle d'ailleurs un petit peu endurance aussi, hein, qui Ok, parle pas que Formule 1. Mais super épisode. ok. Voilà. Tu me diras ce que t'en penses la semaine Ah bah prochaine, avec plaisir. si tu as trouvé ou pas. Avec plaisir. Ouais, ouais, carrément. Je vais jouer aussi moi à deviner et puis je vais mettre un petit commentaire comme ça. Voilà, exactement. Bon, bah parfait. Et alors, toi, c'est quoi ton actu du coup après cette petite pause estivale? Bah ouais, parce qu'on s'est quitté sur un épisode où on annonçait, je crois, Imola Classique. On n'a pas Ouais, fait d'épisode après, donc j'étais à Imola pour Peter Otto parce que c'était le meeting de l'été où il y avait un plateau un peu plus réduit que d'habitude, il y avait moins de concurrents, il y avait pas mal de gentlemen qui étaient plutôt en vacances et qui étaient en mode farniente plutôt que d'aller rouler à Imola, mais c'était top. Et bah là, c'est pareil, ça va être la reprise, donc c'est pas ce week-end,
Mais c'est le week-end suivant. J'ai pas les dates en tête comme ça, mais je vais te le dire. C'est les 5, 6, 7 septembre, en gros. Je serai aux commentaires avec Julien Ergo, normalement, et avec Vincent Franzen aussi. On sera là-bas aux 10 000 tours du Castellet. Donc ça, c'est l'épreuve. Oh, C'est la manche française en plus du Mans classique, mais qui est hors calendrier, hein, des séries Peter Otto. Les séries Peter Otto qui l'année prochaine s'appelleront Le Mans Classic Series. Donc voilà, c'est l'occasion de voir des voitures histo en France dans un décor que tu connais bien, parce qu'évidemment il y a le Grand Prix de France historique là-bas qui est un événement très fort. Là, on est sur des voitures typées endurance, Le Mans, toute période, quoi. Années 60 jusqu'à les plus récentes, jusqu'à 2010 à peu près. Donc voilà, je ouais. serai aux commentaires là-bas. Donc écoute, moi c'est ma reprise, hein, tranquille, tu sais, il me faut au moins 2 semaines pour me préparer. Donc voilà, c'est ça mon actu. Même si c'est pas cette semaine, c'est déjà mon actu, quoi. C'est déjà ton actu. Ouais, Bah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié que je faisais l'IndyCar. D'ailleurs, tiens, la finale à Nashville aussi, sur l'Oval de Nashville, sur Canal dimanche bah voilà. prochain. Donc voilà, ça reste aussi un peu endurance et monoplace, un peu comme Esteban Masson, tu vois. Ouais, t'es complet, t'es très complet. Pas mal, pas mal. Bon, ben voilà, en tout cas, c'était un bel épisode de reprise. Je t'avoue que ça m'a manqué de pas faire de preview des 4 heures de Spa, Ah, mais mais oui, je très content sais, tu de m'as revenir. supplié de le faire, mais c'est vrai que niveau organisation, temps, dispo, c'était compliqué. Mais voilà, la Je le reprise est comprends. faite, on a remis le maillot, on a remis les crampons, les chaussettes, et là c'est reparti. Et là, c'est reparti pour un tour et je me prépare mentalement à faire ce track walk à Ah Silverstone en ouais, courant. Voilà. ouais, je l'ai pas fait, j'aurais aimé le faire à l'époque, mais je pense que ça peut être très sympa. Je vais essayer de faire Surtout la un partie petit Magots, reportage. Beckett, Chapelle, tout ça, il y a des longueurs sinon, hein, mais surtout la partie là-bas est très sympa. Bon, eh ben écoute, je découvrirai ça en septembre, en tout cas avec grand plaisir. Merci Geoffroy, c'était top. Et puis merci à vous toutes et tous de toujours nous envoyer des petits messages, parce que même pendant l'été, on a reçu des messages et on en est ravis. Donc voilà, l'Endurance Club plaît. J'ai eu des échos également dans le paddock de l'ELMS. Donc merci à toutes et tous, hein, c'est sympa. C'est ce que je disais, on est écouté à Ouais. la fois par les spécialistes du paddock, par les fans. Vraiment, c'est un bon rendez-vous que l'on va continuer de proposer, évidemment, hein. Et, On est motivé. et même, j'allais te dire, je voulais inaugurer, là je me lance dans une impro, mais je voulais Ah, inaugurer un nouveau attention. truc. Tu sais, on rajoute des briques à Ouais. chaque fois, hein. Vas-y, vas-y, on rajoute des bras. On est tel un Lego. Ouais, Vas-y. voilà, on est très construit. Non, mais on avait inauguré l'année dernière le C'est quoi ton actu, parce que je trouve que c'est sympa, vu qu'on est dans un domaine où finalement c'est pas toujours aussi facile de savoir qui fait quoi, enfin, qu'est-ce qu'on va commenter, est-ce qu'il y a des courses, est-ce qu'il y a des articles, enfin bref. J'ai l'impression que ça vous plaît, en tout cas il y a personne qui s'en plaint, donc on va continuer. Mais je voulais lancer une autre rubrique, enfin c'est pas une rubrique, mais Ouais. sur l'idée de Julien, quand on avait fait un épisode avec lui, Julien Ergo, tu sais, il avait posé une Ouais. question Et et on fera peut-être quelques épisodes d'ailleurs ouais, ouais, il y aura des en fin de épisodes saison. histo, mais il avait posé une question et il nous avait laissé en suspens comme ça. Je me dis qu'on pourrait peut-être trouver dans chaque épisode une question et demander aux gens de participer, par exemple en laissant un commentaire, en essayant de répondre, de trouver. Donc j'en ai trouvé une pour Ah, c'est l'épisode de pas cette mal. semaine, si tu veux. Mais alors attends, moi j'aimerais bien que ça soit aussi les internautes, les fans, les clubistes de l'Endurance Club, je sais pas Qui comment nous on pose dit, des questions? les poditeurs. Bah ouais, Ah bah ça serait pourquoi pas pas? mal, non? Ah bah on peut trouver un modèle. En tout cas là j'avais une idée, c'était qu'on lâche une question comme ça et que si les gens, enfin en commentaire, les gens peuvent participer et essayer de trouver quoi. Moi je dis oui. Ok. Moi je dis oui, parce que de toute façon tu l'as déjà, donc je vais pas te dire non. Bon, bah Vas-y, voilà. alors c'est quoi? Eh bah c'est quel pilote euh, légendaire, on va dire. Oui, si. Quel pilote de légende a débuté aux 24 heures du Mans en 1966? Et voilà, faut trouver ça. Ok, pas mal. Donc comme ça, J'aime bien. Je vais essayer de chercher moi aussi ça va parce forcer les que gens à faire Le là Mans pour le coup. 66, Wikipédia. J'ai pas d'article sur Endurance Mag spécialisé. Enfin, si j'en ai, mais pas. Oui, parce que Mais non, j'allais te dire, mais bientôt ça sera, tu tapes et- endurancemag.fr, Le Mans exactement. édition 1966, Exactement. bam. L'idée derrière tout ça, vous avez peut-être deviné, mais c'est ça, c'est que la prochaine fois, quand il y aura des jeux comme ça, les réponses seront à trouver, pourquoi pas, sur Endurance Mag. En tout cas, il y aura un article qui correspond. Donc voilà, là, C'est il y a pas pas mal, c'est un peu comme forcément. la chasse aux œufs. C'est ça. J'aime bien. Non, mais là, en La tout cas, chasse aux voilà. Là, réponses. je lance ça comme ça, mais les prochaines fois, oui, sans doute que j'aurais préparé un peu mieux mon coup à l'avance et il y aura des articles où il y aura la réponse dissimulée sur Endurance Mag. Mais là, pour l'instant, voilà. Quel pilote légendaire a débuté au 24 heures du Mans 66? Bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En fait, je crois que je le sais.
Il y Bah en a oui, peut-être d'autres, hein, mais je le sais bah et oui, je pense qu'on pourra faire une référence oui, à quelqu'un. Voilà, tout simplement. oui, oui. Non, non, mais oui, oui. On est Tu d'accord. le sais, Bon, évidemment. très bien. Parce que ça vient de me Ouais. revenir tout de suite, parce que voilà, on a parlé de quelque chose qui m'a fait tiquer tout à l'heure. Bon, bref, en tout cas, c'est une très bonne chose et une très bonne idée. Et je pense qu'il y a plusieurs sources qui vont pouvoir être là. C'est pas sur Endurance Mag, mais c'est dans l'écosystème que vous connaissez avec nous deux. Voilà. Oui, oui, Ça se ça se trouve. trouve, ça se trouve. Faut être Ça patient se pour trouve, la ça se trouver trouve. cette info, mais ça se trouve. C'est ça, hein. Exactement. Et les prochaines questions, je les dissimulerai dans l'épisode parce que là, c'est trop facile, on met une question à la fin. La prochaine fois, je pense que, tu sais, on fera comme un top position. À un moment, je t'interromprai et je dirai, Ah, tiens, la génial. question de la semaine et tac, on fera un générique. Ouais, voilà. Enfin bref, c'est le. Pfff, là, je pars Non, c'est trop bien, loin là c'est l'idée, c'est dans les l'idée. ambitions, dans Le les top promesses, trop question bien. comme le top Bon, c'est position. cool. Ah oui, puis là, après, on va être sponsorisé, tu vas voir, hein. Exactement. Oh On putain. aura The Question by Ouais. I don't know. C'est bon, on peut reprendre le générique de top position, il est Ah plus protégé bien! par les droits d'auteur, je pense, hein. C'est bon, il y Moi, a je prescription dis maintenant. quand même pour les premiers, ça peut être pas mal. Après, on peut changer. On vous demandera, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots, à commenter sur la partie eh bien réservée à cela sur YouTube, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, à nous suivre également sur les plateformes, à mettre des petites étoiles, les plateformes d'écoute. Eh bien, voilà, ça serait pas mal. La top question of the week. Allez, parfait, vendu. Exactement. Merci Geoffroy, en tout cas, très bonnes idées. Je valide. Eh bah écoute, avec plaisir, et puis on se retrouve la semaine prochaine, du coup, maintenant on reprend le rythme. Voilà, exactement, pour peut-être présenter aussi les 6 heures d'Austin, puisque il y aura donc une épreuve de reprise pour le WEC après l'épreuve brésilienne. Eh bien, ce sera aux États-Unis que l'on se retrouvera pour une nouvelle manche de WEC. Donc, on fera la présentation. On parlera peut-être aussi, hein, justement, des 10 000 tours et de cette épreuve historique et classique. Merci Geoffroy, c'était un plaisir de te retrouver en tout cas. Eh bah plaisir partagé, et puis on se retrouve semaine pro. Allez, ciao ciao, bonne semaine, et puis à très vite évidemment dans l'Endurance Club, puisque vous le savez, eh bien, on se retrouve chaque semaine justement. C'est votre lieu, un rendez-vous à ne pas manquer. Donc chaque semaine, on se retrouve dans le club, dans l'Endurance Club. Salut à tous!